Emma. Hello tout le monde! Eh oui, c'est moi Maïmouna, mais je sais que tu me connais déjà. Je suis là pour te présenter mon premier podcast, My Self Confidence. La confiance, les confidences. Je vais te confier des choses intimes. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il était temps de libérer la parole. Au programme de ce podcast, un témoignage de myself. Quelques mots pour connaître les textes de loi concernant les sujets abordés. Des adresses, des conseils, et puis un cours de boutique-thérapie. Il m'a tout de suite plu. Il me plaît tellement. Il n'est pas spécialement beau, mais je trouve qu'il a du charisme et il est très charmant. Je suis tellement heureuse de trouver ma liberté. Enfin, à 20 ans, je suis libre. On s'entend bien, on s'éclate bien, on s'en fout des cours. La raison première pour laquelle je me trouve dans cette résidence universitaire? La liberté. On repeint les murs de ma chambre ensemble sans demander l'autorisation. On est comme un couple. Ça dure 1 mois et demi cette love story. Je me bats contre des femmes qui ont osé me critiquer en disant que je ne suis pas sérieuse dans ma relation. Je sais pas pourquoi, mais il a l'air d'adorer les embrouilles. C'est lui qui est venu me répéter ça. Pourquoi? Don't fucking know. Le jour de mon premier examen, il me dit « Pendant que tu le passeras, il y a mon ex qui va venir dans ma chambre. » Je comprends pas pourquoi il dit ça. Et pourquoi il me dit ça, ce bâtard? Don't fucking know. Je vais au partiel. Je comprends rien à l'intitulé. Enfin, j'arrive même pas à le lire. Je ne comprends pas pourquoi il m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Il va la recevoir alors qu'on est ensemble? Mais c'est pas sérieux, putain! Bon, c'est quoi ce que je dois faire? Ah oui, le partiel. Bon, j'essaie de comprendre. Oh, c'est pas si compliqué. Dans ce grand amphi de la fac, je me sens comme étriquée dans un tout petit lieu. Je suis en hauteur, mais je sens que tous les autres étudiants m'oppressent. Ils ne peuvent pas comprendre, eux. C'est sûr qu'ils arrivent à travailler. Ils n'ont pas leur mec qui est dans sa chambre avec son ex. Non mais c'est une blague ou quoi? Le gars est dans sa chambre avec son ex et moi, je suis là à faire un partiel. Vas-y, ça me saoule. Je pars au bout d'une demi-heure. Et c'est mon dernier jour à la fac pour cette année-là. On est seulement en novembre. Le prof a l'air étonné de me voir partir aussi vite. Je m'en fous complètement. J'ai pas le temps. J'ai une vie à vivre, moi. J'arrive en trombe à la résidence. Je vais dans sa chambre. Et je les vois. Tous les deux. En sous-vêtements. Elle, allongée sur lui. Ah, elle est bien foutue. Et très jolie. L'espace de quelques centièmes de seconde, je suis flattée. Très flattée même. Mais merde, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est une blague? Ils sont sérieux? Bande de bâtards, ça me déglingue la tête. Je les menace, je crie et je pars en disant que c'est fini. Lui, rit et essaie de me calmer en apaisant la situation. Il me rejoint quelques minutes après dans ma chambre en me disant que c'est bon, qu'il l'a chassée. Parce que bien sûr, c'est elle la chaudasse qui le harcèle pour coucher avec lui. Mais qu'il n'a rien fait. Il me supplie de revenir avec lui, mais toujours avec son demi-sourire à la con. La journée passe. Le soir,
Je lui promets de me venger et de me faire le premier mec que je vais croiser. Il ne me croit pas. En retournant dans ma chambre, je croise Ronan. Un grand beau jeune homme. Enfin, pas spécialement beau, mais charmant. Très souriant. Je lui fais mes yeux doux et il m'invite dans sa chambre. Je lui demande ce qu'il fait dans la vie et il me dit que sa famille travaille dans le vin blanc. Il ouvre une demi-bouteille, on discute. Il en ouvre une autre, on rigole. Et encore une autre, on s'embrasse, on se plotte, on couche ensemble et c'est bon. Quand je sors de sa chambre, je suis complètement saoule et euphorique. Je vais dans la mienne pour m'y écrouler et dormir. Le lendemain, j'apprends que Kamel me cherchait partout la veille. Tout le monde me demande où j'étais car Kamel est allé les voir pour savoir où je pouvais bien être. Quand je le vois, je lui dis que j'ai passé la nuit avec un homme et que j'ai couché avec lui. Il éclate de rire et ne me croit pas. Ok, tant pis. Ou tant mieux que je lui balance avec un demi-sourire. Il me demande de qui il s'agit. Je lui dis que c'est Ronan, dans la chambre B08. Il ne me croit pas. Dans la soirée, il revient vers moi. Alors c'est vrai. Bah oui, je te l'ai dit 1000 fois déjà. Oh là là. Et il me dit que là, c'est vraiment fini. Pas de souci, gars. C'était déjà le cas pour moi quand t'étais avec ta bombasse d'ex. Il me dit ok. Et on se sépare. Il a du mal à l'accepter. Et passe quand il veut dans ma chambre, par la fenêtre ou par la porte. Il a réussi à se procurer le pass de toutes les chambres. Il vient, me frappe et me viole. J'hurle. Personne ne vient. Quand j'étais encore avec lui et qu'on baisait au milieu de la nuit et que tout le monde entendait mes cris de jouissance ou le bruit du lit qui cogne le radiateur, on avait une armée de résidents qui défilaient à notre porte, à moitié décoiffés, exténués. En pyjama, nous suppliant de faire moins de bruit, de décoller le lit du radiateur, car le son circule trop avec le métal des tuyaux et que toutes les chambres de l'étage y ont droit. Et de revenir pour dire « En fait non, contre le mur c'est pire ». Ça nous faisait marrer. Mais là, mes cris de douleur, de supplication, d'appel à l'aide, personne ne les entend. Personne. Ah si, en fait, une personne qui est venue nous demander de faire moins de bruit. Il prend son visage de beau gosse et sa voix de velours. Mais non, on s'amuse comme d'habitude. Moi, je disais derrière, « Mais non, c'est pas vrai, il me viole, il me frappe. » Elle déconne. Ils nous regardent tous les deux, dubitatifs. Bon, ok. Mais moins fort alors. Il en profite pour me donner plus de coups et à me violer encore plus salement. Il me menace avec un couteau pointu et tranchant pendant qu'il fait ça. Je lui reprends l'arme et la dirige au niveau de mon cou, au-dessus de la pomme d'Adam. Je lui dis que je vais me tuer, et je le pense sincèrement. Il me dit « Vas-y », tout en rigolant. J'hurle. Quelques semaines plus tard, il vient me chercher en furie dans la chambre de mon ami de la danse, où on rigole avec une autre amie. Il me demande de descendre et de lui rendre des comptes sur un certain Swan. Comment il est au courant? Ouais, c'est ça. Et moi, je sais pas baiser, c'est ça?
Je lui demande ce qu'il raconte. Il est hors de lui. Il me menace physiquement. Un gars de la résidence, un Antillais, passe à côté de nous et l'empêche de me toucher. Il tente de le calmer. En vain. Il me traîne en dehors de la résidence, enfin, dans le sas d'entrée. Et là, il me donne des coups. Je suis à terre. Des coups de pied, des claques. Il décharge toute sa rage sur moi. Je tente de me défendre, mais je ne peux rien face à cette explosion de mal-être, de colère, de vengeance. Quand j'arrive à me dégager de lui, je me rends compte que mon petit doigt ne tient plus en place. Je manque de m'évanouir. Putain, mais t'as vu ce que t'as fait, espèce de bâtard? Et il se sauve. Je pleure à la recherche de quelqu'un pour venir m'aider, me consoler, me plaindre, me venger. Je sais pas. Quelque chose auquel m'accrocher, quoi. Pour continuer d'y croire, pour continuer de respirer, pour continuer d'exister, ou plutôt commencer d'exister. J'appelle mon ex de la cité et je pleure au téléphone. Je lui explique ce que cet enculé m'a fait et je décris mon doigt. Il me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il arrive, et me conseille d'appeler les pompiers. C'est ce que je fais. À l'arrivée à l'hôpital, je vois mon ex de la cité débarquer avec 4 mecs qui descendent d'une petite voiture. Chacun armé différemment. Batte de baseball, chaîne, arme à feu. Il est où? Quoi? Qui? Oh, mais non, ça va. Il n'y a pas besoin. Non, laisse-moi me soigner. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Je ne sens même plus la douleur de mon petit doigt qui part en couille. Chaque fois que j'essaie de le garder droit, il part en yeuque sur le teco sa mère. Apparemment, mon ex aussi a beaucoup de choses à décharger. Et de s'en prendre à celui qui a osé porter la main sur sa princesse, il aurait de quoi se défouler de ouf. J'hallucine totalement. Mais je ne pensais pas qu'il allait déployer tout ça pour moi. Je suis touchée quand même. Moi qui me plaignais qu'il ne m'aimait pas assez pour me défendre quand on était ensemble. Mais merde quoi. Non à cette escalade de violence. J'arrive à le rassurer et le convainc de rentrer avec tous ses gars, ses armes, sa rage et malgré tout sa bienveillance envers moi. Je passe au bloc opératoire le soir même, mon doigt est luxé. Ils m'endorment et je me retrouve avec un plâtre qui va de la main jusqu'avant le coude. Tout l'avant-bras est pris, avec une attelle au niveau du petit doigt. Ce plâtre m'handicape beaucoup. Je ne peux plus passer de casting danse ou de théâtre ou au cinéma. Je ne suis plus les cours à la fac depuis un moment. Je déprime. Je déprime. J'ai plus mal dans mon aide qu'au petit doigt. Il avait lu mon journal intime. Il a lu tout ce que j'avais écrit sur lui quand on s'est séparés. Il a lu comme je l'insulte, comme mon mec d'après est une bombe à côté de lui. Un Suisse rencontré à Barcelone en soirée jet-set, quand je me suis réfugiée un week-end chez ma copine de cité qui y vit. Comment j'appelle le Suisse le serpent grâce à la façon dont il me fait l'amour. Tous mes doutes de quand j'étais avec lui. Toute ma façon de parler quand je me parle à moi-même sans filtre. Cette écriture qui n'est qu'à moi. Cette écriture qui n'est qu'à moi seule. À me, myself and I. Il me laisse mon journal intime, que je tiens depuis mes 17 ans, en ayant arraché toutes les pages qui le concernent. Il n'a pas le droit de faire ça.
Il n'a pas le droit de me voler ses moments. Surtout que je ne parlais pas que de lui. Il n'a pas le droit de me voler mon histoire. En rentrant dans ma chambre universitaire après quelques jours à l'hôpital, je découvre une lettre de sa part où il me menace de me tuer. Il ne me menace pas. Il dit qu'il va le faire. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que si un jour tu refais ceci ou cela, je te tue. Il dit qu'il va me tuer, que ma fin est proche. C'en est trop. Je vais porter plainte. Des amis me disent que j'ai cette possibilité et je la saisis. Je vais à la police pour porter plainte. Ils ne me prennent pas spécialement au sérieux. Et il y a des témoins. Mais ça s'est passé quand? Et vous avez des preuves? Je leur montre la lettre. Ah oui, ça c'est un délit. Ça, bon, ok, on prend la plainte. Quelques semaines après, je suis convoquée à la police qui me demande de venir avec mon journal intime. Je suis assise dans une salle sombre. Il y a un policier debout devant moi, accoudé à un placard en fer. Complètement à l'aise. Bon alors, vous avez votre journal intime? Oui. Donnez-le-moi que je le lise. Pardon? Votre ami nous a dit, mon ex. Oui, votre ex-petit ami nous a dit qu'en lisant votre journal intime, on pouvait comprendre ses agissements. Un autre viol. Il lit des passages du début, du milieu. Je transpire. Cet homme que je ne connais pas, qui lit des passages de mon journal intime en me regardant comme pour me juger, et ne se cache pas pour me montrer tout ce qu'il ressent. Il a finalement l'air blasé. Il est prêt à refermer son petit carnet et lit la dernière page, histoire de dire qu'il a tout parcouru. Là, il me regarde d'un air pire que choqué. Il manque de s'étouffer. Il me lit à haute voix. J'ai envie d'un homme, n'importe lequel. J'ai juste besoin de me faire baiser par un homme. Il a un rire gêné. En colère, on pourrait croire. Oh oui, je comprends bien ce qu'il veut dire. Il a l'air embêté. Je me liquéfie sur place. Je me parlais à moi-même, sans filtre. Est-ce que c'est un crime? On n'a pas le droit d'avoir des pensées intimes, des fantasmes? On n'a pas le droit de se les écrire? Il souffle. Bon, je ne vais pas les transmettre au juge parce que là, c'est sûr que vous allez perdre. Dans ma tête, ah bon? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? À qui j'ai fait du mal? Est-ce que je lui ai demandé d'entrer dans ma chambre par effraction? De forcer le cadenas de mon journal intime et de lire ce qu'il y a dedans? Il me laisse partir, comme s'il m'avait sauvé la peau, mais en me regardant avec pitié et désolation. Bam! Dans tes dents de femme de 20 ans. T'as qu'à pas avoir des hormones, salope. Un plâtre, une honte supplémentaire, allez, va vivre ta vie de miséreuse, pauvre conne. Les jours, mois, années qui suivent ne sont pas faciles après cette humiliation d'être bien dans ma peau de salope de femme. Chacun vit sa vie de son côté et ne se calcule pas. On se croise dans la résidence comme des inconnus. Il travaille désormais au standard et bloque tous mes appels, quand ce sont des hommes qui cherchent à me joindre ou quand ce sont des coups de fil professionnels pour des castings ou autres. Il joue au garçon modèle. Il est le chouchou du directeur de la résidence. Il est le meilleur pote de tout le monde. J'ai une avocate payée par l'État qui n'a pas le temps de me voir avant l'audience. Une audience qui arrive plusieurs mois après la plainte. Vu que je ne vais plus en cours et que je ne peux pas passer de casting, donc que je ne peux pas travailler, je passe mon temps dans les tribunaux pour voir comment ça se passe. Les tribunaux de Nanterre, de Paris, de Cergy. Je regarde toutes sortes d'audiences. J'y vais 2 ou 3 fois par semaine. Je reste jusqu'à tard pour avoir les résultats. Je suis souvent surprise. Souvent aussi, je fais les bons paris. Des fois surprise, déçue du résultat. Je me passionne de justice. Je l'étais déjà, mais là, c'est du concret. J'observe, j'analyse les juges, les procureurs, les avocats,
Les victimes, les accusés, le public, ceux qui sont d'un côté, ceux de l'autre, ceux qui sont neutres, la dame qui tape tout, et les autres personnes dont je ne connais pas les fonctions. Je veux me donner toutes les chances pour ne pas me faire avoir. Mais il aurait fallu une avocate qui coopère un minimum. Elle est payée par l'aide juridictionnelle. Je peux vous dire à quel point elle n'en a rien à foutre de mon affaire. Je ne peux lui parler que 5 minutes avant l'audience. Elle n'était pas dispo avant, malgré mes dizaines de coups de fil. Je ne m'attends pas non plus à me faire autant descendre par la partie adverse. Humilié même. Et le pompon? C'est comment il se fait passer pour un garçon modèle apprécié de tous. Il a même une lettre de recommandation du directeur de la résidence. Du connard d'enculé de sa race de directeur de la résidence qui a refusé de m'en faire une, soi-disant qu'il ne voulait pas rentrer dans cette histoire, qu'il n'est au courant de rien et qu'il ne veut pas l'être. Je suis choquée. Oh, et puis, les plaintes pour viol ne sont pas prises en compte parce qu'on était en couple avant, donc on ne connaît pas trop la limite. Et pour les coups, y a pas de témoin, hein. Mon avocate est contente. Bon, on aura le résultat dans quelques mois. Merci de signer là. Au revoir. Mon meilleur ami est là. Heureusement. Je suis dévastée. Le résultat arrive quelques mois après. Il doit me payer 10 000 francs, soit 1 500 €. Pour un doigt cassé, qui m'empêche de travailler pendant 3 mois, des viols à répétition, des coups et blessures, et une menace de mort. Ça va. Ça coûte pas cher. Sa vengeance est bien sympathique. Sadique. Dégueulasse. Entre notre séparation, le doigt luxé, les viols, les coups, la menace de mort, la lecture et la destruction d'une partie de mon journal intime, l'humiliation de la lecture à la police, l'audience, toutes ces choses qui n'ont pas été prises en compte, il m'a encore plus attaqué sur le côté. Depuis que j'ai le plâtre, j'ai beaucoup de visites dans ma chambre. C'est comme s'il faisait la queue. Un gars arrive, il se pose et attend. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci. Ok. Bon? Bon? Non, rien. Salut. Salut. Et s'en va. Quelques minutes, si c'est pas quelques secondes après, un autre gars arrive. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, merci. Ok. Bon. Bon? Non, rien. Ah. Ah si, t'aurais pas du sel, s'il te plaît? Regarde sur la table derrière la grande photo, au-dessus du classeur, c'est là. Ah, ok, merci. Au revoir. Au revoir. Et s'en va. Quelques secondes après... Putain, mais je vais jamais réussir à regarder mon émission, là. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Bon. Bon quoi? Bah quoi? Je peux m'allonger près de toi? Pourquoi? J'ai envie de regarder l'émission avec toi. Oh, trop bien! Ok, mais tu rentres pas dans les couvertures avec moi. Pour moi, y a rien de mal. Surtout que celui-ci est réellement mon ami. Au bout de 10 secondes, il essaie de m'embrasser. Putain, mais t'es malade, tu fais quoi là? Mais quoi? Tire-toi, espèce d'enculé! Vas-y, dégage, connard! Très triste. Et dégoûté de perdre cet ami avec lequel je m'amusais tant.
Et c'est le même manège presque tous les soirs. Tant que j'arrive à m'en débarrasser, ça va. L'année d'après, ça se corse. Ils sont encore plus entreprenants. Il y en a un qui me demande de lui faire des tresses. Je les lui fais, ça m'entraîne en même temps. Il passe donc une après-midi et début de soirée chez moi. Je lui fais à manger, car j'aime l'hospitalité. On écoute du Tupac, TLC, Brandy. On discute, on rigole. Au moment de partir, je lui dis qu'il n'a pas besoin de me payer pour la coiffure. Il tente de m'embrasser. Je refuse. Il insiste. Je le conduis vers la sortie. Il m'attrape le bras comme pour me menacer. Je le regarde en mode « Qu'est-ce qui se passe? T'es sérieux? Je viens de te nourrir, de te coiffer gratuitement, et tu viens m'agresser chez moi ?» Il se rend compte de sa connerie et son regard s'adoucit et repart la queue entre les jambes. Je ne lui reparle plus jamais. Et lui n'ose plus m'adresser la parole ni poser le regard sur moi. Un de ses amis qui est très apprécié de tous, charmeur, rigolo, me demande si je peux le coiffer. Je lui dis que oui, et je l'accueille les bras grands ouverts. Quand j'ai fini, il me demande de venir me promener avec lui. J'ai pas envie. Je lui fais bien comprendre. Avec son charme, il arrive à me convaincre. Je suis fatiguée. J'ai envie de dormir, mais je le suis pour l'entendre parler de lui, himself and him. C'est saoulant, mais je suis polie, j'hoche la tête pour faire genre c'est trop intéressant. Tu parles. Il me raccompagne chez moi au bout d'1 heure. C'est cool. Je vais pouvoir enfin dormir. Merci. Ah non, tu vas me laisser rentrer. Quoi? Mais c'est bon là, je vais dormir. Ok, mais après. Après quoi? Il m'attrape et me jette sur mon lit. Il me bloque le corps et me viole. J'essaie de dire non. Il met sa main sur ma bouche et me viole. Mes larmes coulent toutes seules. C'est là que j'ai compris que mon ex m'a fait une réputation de salope et que donc, tous ces connards d'enculés de leur race de queutards qui ont le droit de vivre avec leurs hormones de merde peuvent venir me baiser comme de la merde. Ils pensent tous avoir leur chance. Tous. Du plus moche au plus beau. Du plus sympa au plus connard. Et si je refuse, c'est juste parce que je suis une conne. Je suis juste de la chair pour tous ces connards aigris qui n'arrivent pas à se soulever une seule meuf. En la charmant. Le plus simplement possible. Depuis le 1er janvier 2020, au mercredi 10 juin, 42 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Bon, il existe plusieurs types de violences. C'est important de le savoir parce que, comme ça, on peut savoir vers qui se tourner et ce que risque l'agresseur. Il y a les violences administratives, confisquer les papiers de quelqu'un, économiques, surveiller ses comptes, refuser de payer la pension alimentaire, psychologique, ne plus parler, injurier, dénigrer, abîmer les affaires, gynécologique, effectuer un frottis non consenti, se voir refuser la contraception, physique, recevoir des coups, se faire piquer, mordre, et les violences sexuelles, viols, agressions sexuelles. Il y a plusieurs types de violences sexuelles. Le harcèlement est une violence sexuelle. Un agissement sexiste est une violence sexuelle. Il y a un article du Code du travail, L11 42.2.1, qui dit qu'il est interdit de faire une remarque sexiste ou d'avoir un agissement sexiste sur le lieu du travail.
Il y a l'injure publique sexiste, donc tu te fais insulter dans la rue comme ça, quoi. Il y a la loi de 1881 sur la liberté de pression qui l'interdit. Les harcèlements sexuels sont des violences sexuelles. Les violences habituelles, entre guillemets, sont des actes violents répétés, par exemple des coups, des brûlures. Si ces violences sont commises par ton conjoint, il s'agit d'une circonstance aggravante punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc ma chère, si tu veux mettre des sous de côté là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Toutes ces violences sont des violences sexuelles et elles sont interdites. Si un jour il y a un policier qui refuse de prendre ta plainte, il faut que tu saches qu'il est obligé de le faire. Et tu gardes bien au chaud dans ton téléphone l'article 15.3 du Code de procédure pénale. Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide quand on est victime de violences conjugales, victime de violences sexuelles? Eh bien, il y a le numéro de téléphone, le 3919. C'est une ligne qui est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h. Cette ligne d'écoute enregistre 200 appels par jour en moyenne. Mais pendant le confinement, elle a été appelée entre 300 et 400 fois par jour. Si téléphoner présente un trop gros risque pour la victime, eh bien, il y a la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui permet aux victimes et aux témoins de dialoguer avec un policier formé. Marlène Schiappa a également annoncé la création du 08 019 019 11. C'est une ligne qui est ouverte du lundi au dimanche de 9h à 19h. Et en fait, c'est une ligne qui est ouverte aux hommes qui souhaitent être écoutés quand ils sentent qu'ils sont au bord du passage à l'acte. Elle a pour but de prévenir les violences et de les éviter autant que possible. Pendant le confinement, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a mis en place le dispositif Angela. En fait, c'est pour les victimes de violences conjugales et de harcèlement de rue qui peuvent entrer dans des lieux publics, labellisés, donc des bars, des restaurants, des pharmacies, et de dire simplement « Je demande à voir Angela ». Il y a le site stopviolencefemmes.gouv.fr qui recense 356 associations qui luttent contre différents types de violences faites aux femmes. On vous a laissé le lien en description. Il y a un lieu qui fait des choses extraordinaires qui s'appelle la Maison des Femmes à Saint-Denis. N'oubliez pas que pour détecter des violences, le meilleur outil est la discussion. Échangez avec vos amis, posez des questions. Si vous vous retrouvez face à une victime, l'association noustoutes.org nous propose la bonne réaction à adopter. Il s'agit de, premièrement, rompre l'isolement en disant « je te crois ». Deuxièmement, revaloriser « tu as bien fait de m'en parler ». Troisièmement, remettre la culpabilité à l'endroit « tu n'y es pour rien ». Quatrièmement, rompre la peur. La loi l'interdit. Cinquièmement, refuser l'impunité. Je peux t'aider. J'aimerais aussi parler de Putain de guerrière. Le 25 novembre 2019, nous avons fait la convention Boutithérapie à Marseille et nous avons eu droit à une intervenante de Putain de guerrière pour sensibiliser les boutiquilleuses à comment agir et réagir face à une violence. Le 25 novembre, vous savez ce que c'est comme date ? C'est la journée internationale pour l'élimination totale des violences faites aux femmes. C'est un rendez-vous que nous nous sommes donné avec les ambianceuses, les boutiquilleuses pour nous rendre plus fortes. Et je pense aux enfants qui sont aussi trop nombreux à être victimes de violences physiques, morales et sexuelles. Le numéro à appeler est le 119. Se reconstruire après des violences sexuelles, après des violences conjugales,
Ce que je conseille, en fait, c'est d'aller porter plainte, même si plusieurs croient que ça ne va pas aller loin. Je pense que c'est important de faire pression de cette façon-là. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'au moment où on va porter plainte, on va déplacer les choses. On va placer la honte et la culpabilité ailleurs. Même si la justice ne m'a pas suivie, c'est dans la danse et le théâtre que je me suis réfugiée. Pour y balancer toute ma rage, toute ma haine, tout mon amour, pour me sentir vivante, sentir que je vaux quelque chose. Dans les danses ancestrales africaines, on bouge des fesses pour se guérir, pour se retrouver, se reconnecter à sa puissance de vie. Cette puissance de vie, en fait, on l'a toute en nous. Il faut juste savoir comment la faire briller. J'avais une 20aine d'années et je commençais à développer la boutithérapie. T'es prête? On y va. Eh ouais, allez, on y va. Là, on va chauffer, on va s'ambiancer. Allez, on va lâcher toutes les tensions là, c'est super important. Ok, épaule droite, droite, on y va. Et droite, droite, soulève, soulève, encore. L'épaule droite seulement, soulève. Et la gauche, soulève. Vas-y. Vas-y. Soulève la gauche et les deux en même temps, genre je m'en fous. Allez, relâche et relâche. Allez, vas-y et vas-y, pam. Ok, et devant, derrière, pam, pam. Devant, derrière avec les épaules, on y va et pam. Et tourne vers l'arrière, tourne vers l'arrière. Ça va détendre ton dos. Oh là là, je te jure, et même moi ça me fait du bien. Devant et pam. Et vas-y, devant, et, devant, et, wine. Ça veut dire qu'avec le haut de ton corps là, tu vas tourner comme ça, whiner, ok. Et les fesses, t'es assise ou t'es debout? C'est comment là, vas-y dis-moi. Assise, debout, allez. Peu importe. Et là, contracte les fesses. Contracte. Vas-y, c'est comme si t'allais aux toilettes en fait. Et que tu te mais en fait, non. T'as envie d'aller aux toilettes, mais tu te retiens. Tu peux pas vraiment le faire. Allez, vas-y. Contracte les fesses. Et vas-y. Maintenant, on se met debout. Ouvre les jambes. Et vas-y. Yeah. Tu fléchis. Yeah. Le bassin. On y va. Pam. Tu vas tourner le bassin. Tourne et tourne, vas-y et tourne, d'un côté et tourne, de l'autre côté et tourne, vas-y et force. C'est important, dans le bassin il y a énormément de choses, là faut se débarrasser. Et là, balance les fesses en arrière, derrière, toujours les genoux fléchis, pam, pam. Et là tu vas shaker, tu vas faire un mouvement très rapide avec le bassin, ok? Même si ça bouge pas beaucoup, c'est pas grave, on y va, allez, je te vois. Bien sûr que je te vois. On y va. Allez, fais pas semblant. On y va. Et shake. Et pam. Mets tes mains au sol. Yes. Les mains au sol. Les jambes ouvertes. Fléchis un petit peu. Et là, tu vas bien cambrer. On appelle ça la position Mapuka. Cambre-toi bien. Ok, on y va. Et là, tu shake. Allez, vas-y, tu shake. Et vas-y, tu shake. Et pam. Et là, tu fais des mouvements lents. Et là, tu te touches le corps. Ok? Tu es là, tu existes, tu es vivante. On est là. Et là, attention, là, on part en freestyle. Tu flashes dans tous les sens. Allez, vas-y, tu lâches toutes les tensions. Pense à quelque chose qui te saoule. Et lâche. Vas-y. Aïe. Dans tous les sens, hein? Allez, vas-y. Et pam. Reviens. Et là, fais ce que tu veux comme tu le sens. Yes. Yeah. Vas-y, lâche-toi. Yes. Allez, vas-y. Yeah. Lâche-toi, vas-y, c'est la fin. Et pas. Allez. Yes. Aïe. Attention. Et pam. Et. Voilà, bravo. Et c'est important de bouger, c'est important de danser, c'est important de se lâcher, de... Oh!
tous les 25 novembre, vous pouvez retrouver la convention Bouti Thérapie. Surveillez nos réseaux sociaux pour voir où ça va se passer cette fois-ci. Pour les cours de Bouti Thérapie, vous avez des cours à Paris, à Marseille, à Grazac, près de Toulouse, à La Roche-sur-Yon. Et en ce moment et pendant tout l'été, en ligne. Et il y a aussi des formations pour devenir instructrice de la Bouti Thérapie. Je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Un grand merci à Cédric Euradic, DJ scientifique, et Sébastien Prudent pour les sons originaux qu'ils nous ont cédés pour l'existence de ce podcast. Cédric Euradic pour le visuel, d'après la photo de Birger Jens. Raphaël Ancio et Joe Cave pour vos conseils d'installation pour mon studio de fortune. Merci à tous mes amis Facebook pour les brainstorming pendant le confinement sur l'existence de ce podcast. Un grand merci à Agathe Manac, stagiaire en communication, pour toute son aide sur l'existence de ce podcast en ce qui concerne la communication, le montage, le mixage, ainsi qu'à Lauriane Chardonnel pour la communication et les infos concernant les violences faites aux femmes. Je vous embrasserai fort. Keep it up. On est là. Il y a de l'aide. On a cette force en nous. Elle est là. On lâche rien. Bye bye.